Merci Marion, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là et effectivement de vous donner un peu plus de détails sur la cohorte French Mind et en particulier sur les dimensions cliniques transnosographiques qu'on va étudier dans la cohorte. Alors très rapidement, parce que Marion l'a évoqué déjà tout à l'heure, mais l'objectif de la cohorte, c'est de partir donc d'entités diagnostiques catégorielles qui incluent les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques et l'autisme, d'intégrer des données cliniques, cognitives, digitales, biologiques pour caractériser des dimensions transnosographiques quantitative et au final identifier des sous-groupes de patients plus homogènes pour lesquels on va pouvoir proposer des stratégies de prévention ciblées. Marion l'a dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de rappeler que c'est pas le travail d'une seule personne, c'est vraiment une collaboration entre à la fois des soignants et des chercheurs, mais aussi des PI de cohortes internationales. Et donc on a travaillé vraiment longtemps pour essayer de définir les contours de cette cohorte. Alors comment est-ce qu'on a choisi ces dimensions, sur quels critères on s'est basé? Eh bien, il fallait que nos dimensions soient transnosographiques, donc elles existent et qu'elles soient présentes dans l'ensemble des pathologies psychiatriques qu'on souhaitait étudier. Il fallait qu'elles soient sous-tendues par des hypothèses biologiques spécifiques, qu'elles soient à la fois mesurables chez l'humain et dans des modèles animaux, qu'il existe des voies thérapeutiques potentielles, qu'on puisse répliquer ces données dans d'autres cohortes internationales, et surtout qu'elles soient reconnues par les patients comme étant un problème majeur. Donc voilà la liste des dimensions qu'on a sélectionnées. Donc l'anédonie, les anomalies sensorielles, la charge neurodéveloppementale, la flexibilité cognitive, le retrait social, l'impulsivité, les idées suicidaires et les troubles du sommeil. Et donc je vais vous en détailler quelques-unes. Je ne vais pas avoir le temps de tout faire, mais je vais vous en détailler quand même quelques-unes. Donc l'anédonie, c'est une dimension complexe qui est caractérisée par des altérations dans la capacité à ressentir, à rechercher et à apprendre la notion de plaisir, sous-tendue par une altération du processus de récompense au niveau cérébral. Donc on va distinguer 3 sous-types d'anédonie: l'anédonie de consommation, l'anédonie de motivation et l'apprentissage de la récompense. C'est une dimension qui est transnosographique, donc elle est présente dans toutes les pathologies qu'on souhaite étudier, et au-delà de son caractère transnosographique, elle est également associée à un impact sur toute une série de paramètres et de la maladie. En particulier, les études montrent par exemple un lien entre des niveaux plus élevés d'anédonie et un pronostic moins bon, ou alors une résistance au traitement, par exemple dans la dépression, voire même les idées suicidaires, une association avec les idées suicidaires. Dans les troubles bipolaires, on va observer un lien entre des niveaux élevés d'anédonie et puis plus de comportements auto-agressifs, mais également plus de labilité affective ou encore de la comorbidité anxieuse. Et dans la schizophrénie, il y a de nombreuses études qui montrent aussi l'impact sur le fonctionnement global de l'anédonie. Donc l'anédonie et ces différentes dimensions, elles sont sous-tendues par des mécanismes physiopathologiques connus. En particulier, on va observer une hypoactivation du striatum, notamment le noyau codé, le putamen et les noyaux accumbens. Et donc cette hypoactivation va avoir un impact sur la motivation et le plaisir. Le cortex préfrontal et singulaire semble, lui, être plus impliqué et avoir un rôle important dans l'anticipation des réponses. Au niveau neurobiologique, les voies dopaminergiques sont bien sûr un élément central dans la motivation. Donc on va observer des niveaux abaissés de dopamine, surtout dans la voie mésolimbique, ce qui va entraîner une diminution de la motivation. Mais il y a d'autres systèmes qui sont aussi impliqués, comme par exemple les opioïdes endogènes, qui vont surtout être impliqués dans la diminution du plaisir. Les voies glutamatergiques qui vont avoir un impact sur la plasticité synaptique et surtout, en tout cas en ce qui concerne l'apprentissage de la récompense, et puis la sérotonine qui va venir moduler l'ensemble de ces circuits. Il y a également des facteurs aggravants, comme par exemple l'inflammation chronique qui va altérer les voies dopaminergiques, le stress et le cortisol qui va dérégler les circuits de la récompense, et puis également le stress oxydatif qui va avoir un rôle sur tout ça.
Au niveau des traitements, aujourd'hui, de la prise en charge par les traitements classiques, et en particulier par les antidépresseurs pour l'anédonie, elle a un impact assez limité, même s'il y a certains antidépresseurs qui fonctionnent plutôt bien, comme le bupropion par exemple, ou certains IMAO. Mais il y a toute une série d'innovations ou de pistes thérapeutiques qui ont été proposées et qui vont aller cibler justement les différentes voies dont je viens de vous parler, donc qui vont aller cibler les voies dopaminergiques. Donc il y a des études qui ont montré par exemple un effet bénéfique du pramipexole ou de la L-Dopa, notamment chez des individus qui ont des niveaux élevés de CRP à l'inclusion, qui vont cibler les voies glutamatergiques. Et donc, il y a une étude aussi qui montre un effet rapide de la kétamine, notamment sur les circuits de la récompense, qui vont aller cibler les voies anti-inflammatoires. Donc, il y a des données sur l'infleximab ou l'anti-IL-6, ou encore la psilocybine pour son action à la fois sérotoninergique et dopaminergique. Donc notre ambition dans la cohorte French Mind, c'est d'essayer de mieux caractériser l'anédonie et ses dimensions. Et pour le faire, on va essayer de l'évaluer à travers toute une série de paramètres, donc des paramètres cliniques avec des auto-questionnaires. Donc vous voyez, on va utiliser la BIS-BAS pour la motivation et la SHAPS pour déterminer l'anédonie. On va avoir aussi un test comportemental qui va nous permettre d'évaluer la sensibilité à la récompense, et puis des données d'imagerie anatomique et fonctionnelle et des biomarqueurs. Je ne vais pas vous le détailler parce que mes collègues vont vous détailler tout ça juste après ma présentation. Deuxième dimension, donc c'est les anomalies sensorielles. Donc par anomalie sensorielle, on entend les altérations dans la perception et l'intégration des stimuli sensoriels, qu'ils soient visuels, olfactifs, auditifs, tactiles. Donc ça va se caractériser soit par une hypersensibilité, soit par une hyposensibilité, soit par des difficultés pour filtrer ou intégrer les stimuli sensoriels. Donc là encore, c'est une dimension qui est présente dans un large éventail de troubles psychiatriques et neurodéveloppementaux. Par exemple, dans l'autisme, ces anomalies, elles touchent 90% des individus, et elles font même partie des caractéristiques de la définition de l'autisme. Dans la schizophrénie, elles sont surtout corrélées aux symptômes positifs et en particulier aux hallucinations. Et pour les troubles de l'humeur, les données montrent surtout une association avec le pronostic des individus et en particulier une moins bonne réponse thérapeutique. Donc au-delà de ça, les anomalies sensorielles, elles vont avoir un impact fort, pareil, sur toute une série de paramètres, la qualité de vie, la gestion du stress, la régulation émotionnelle et les fonctions cognitives. Et ce champ de recherche, il a vraiment pris un essor ces dernières années, notamment parce qu'en 2019, le NIMH a introduit cette dimension, en tout cas les systèmes sensorimoteurs, aux 5 grands domaines du RDoC déjà connus. Au niveau des mécanismes physiopathologiques impliqués, on va observer des anomalies des mécanismes excitateurs-inhibiteurs avec un déséquilibre de la balance glutamate-GABA, et puis également aussi des défauts de connectivité fonctionnelle au niveau du réseau de science et au niveau du cortex sensoriel. Et donc les pistes proposées pour améliorer ça, ça va être du coup des pistes qui vont cibler ces mécanismes-là et donc qui vont essayer de moduler ces activités excitatrices inhibitrices ou moduler l'excitabilité corticale. Et en particulier, il y a des données qui utilisent la RTMS qui sont assez prometteurs, notamment dans l'autisme et dans la schizophrénie. Et donc, cette dimension, dans la cohorte French Mind, elle va être là encore évaluée à partir de plusieurs modalités. Donc, on va avoir des auto-questionnaires. On va utiliser l'échelle de Glasgow pour évaluer la sensorialité. On va également avoir une échelle analogique visuelle de la douleur. On va avoir toute une batterie de tests cognitifs et encore une fois, des biomarqueurs avec de l'imagerie, de l'EEG, de la génétique et de la biologie qui vont tous vous être expliqués bien dans le détail après ma présentation. En ce qui concerne la dimension neurodéveloppementale, donc elle se caractérise par des anomalies de la maturation cérébrale depuis les stades embryonnaires les plus précoces jusqu'aux phases plus tardives de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, qui peuvent entraîner différents phénotypes cliniques. Aujourd'hui, l'approche qui existe des troubles neurodéveloppementaux selon le DSM-5, elle prend pas en compte l'hétérogénéité des troubles, les chevauchements à la fois des symptômes mais aussi de la biologie, ni la temporalité des troubles.
alors même qu'on sait qu'il y a des altérations neurodéveloppementales qui sont observées dans la plupart des troubles psychiatriques. Et donc nous, on fait l'hypothèse que de nombreuses pathologies psychiatriques partagent des déviations précoces dans les trajectoires de développement cérébral et survenant à des périodes critiques de la vie. C'est aussi un domaine qui est soutenu par l'approche RDoC. Et donc cette dimension, elle est fondée sur une interaction très forte entre une vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux. Et donc en plus de la susceptibilité génétique, la succession d'exposition à des facteurs de risque à différentes périodes de vie peut entraîner en tout cas des déviations dans le développement cérébral, même minime, et ensuite entraîner des maladies psychiatriques. Donc les mécanismes physiologiques impliqués, on les voit via des données de génétique, avec l'existence de variants communs à faible effet qui sont impliqués dans toute une série de pathologies psychiatriques, mais également des variants rares avec un impact fort, comme par exemple la délétion 22q11 ou encore des mutations de gènes. Au niveau neuroanatomique, on va observer des anomalies précoces de sulcation et de gérification, notamment dans la région frontotemporale. Et puis au niveau neurophysiologique, on va pouvoir observer des déséquilibres de ratio excitation-inhibition avec des anomalies d'amplitude des ondes qui sont visibles à l'EEG. En termes de pistes thérapeutiques, on va pouvoir agir à différents niveaux. Au niveau de la prévention primaire, on va essayer de déterminer des facteurs de risque modifiables de ces trajectoires pour pouvoir réduire les expositions précoces toxiques. Pour la prévention secondaire, on va essayer d'intervenir de manière ciblée sur les fonctions à risque, comme par exemple la cognition sociale qu'on sait altérer dans les troubles du neurodéveloppement. Et on va pouvoir proposer par exemple des thérapies cognitivo-comportementales. Et enfin, on va essayer d'adapter les traitements en fonction du profil neurodéveloppemental. Et par exemple, on sait qu'un âge de début précoce ou alors la présence de signes neurologiques mineurs, ça peut être associé à une moins bonne réponse au traitement. Et donc, on pourrait essayer de proposer des traitements adaptés à ces patients-là. Alors, la dimension neurodéveloppementale, comment est-ce qu'elle va être évaluée dans la cohorte French Mind? Là encore, même principe, on va avoir toute une série d'évaluations multimodales. Donc, on a une checklist un peu faite maison neurodéveloppementale où on va récupérer toutes les informations liées à la grossesse, liées aux événements de vie en tout début de vie et puis aux âges de début des épisodes. On va avoir des mesures de cognition, je vous l'ai déjà dit. Les signes neurologiques mineurs vont être évalués avec une tablette. Et puis encore tous les biomarqueurs donc d'imagerie, de génétique et de biologie qui vont vous être expliqués juste après. Un petit mot sur la flexibilité cognitive, donc qui correspond à la capacité à adapter ses pensées et ses comportements en fonction de l'évolution des exigences de l'environnement. Donc c'est une fonction qui est complètement intégrante des fonctions exécutives. Dans la littérature, il y a beaucoup de données qui montrent que les fonctions exécutives et en particulier la flexibilité cognitive sont altérées dans toute une série de troubles psychiatriques. Elles sont également associées à un impact fort dans la qualité de vie et toute une série de variables de la vie quotidienne. Au niveau des mécanismes physiopathologiques, on va retrouver des circuits qui sont impliqués, qui sont les mêmes que pour les fonctions exécutives, donc les réseaux fronto-pariéto-latéraux, le réseau de la saillance et les régions fronto-striatales. Et en termes de neurobiologie, on va retrouver surtout les voies dopaminergiques qui sont impliquées. Et en termes de pistes thérapeutiques, il y a différentes approches qui ont été testées, donc des approches pharmacologiques, des approches de neuromodulation. J'ai trop le temps, il faut que je me dépêche. Psychosociales et comportementales. Et donc, dans la cohorte French Mind, on va avoir une batterie de tests neurocognitifs qui va nous permettre d'évaluer l'ensemble des domaines cognitifs. Pour la flexibilité cognitive, on a choisi un sous-test de la Cantab qui nous permet d'évaluer les différents processus de la flexibilité cognitive. Et on va associer à ça la brief qui permettra d'évaluer les comportements en lien avec les fonctions exécutives. Je me dépêche, mais donc du coup, si vous voulez plus d'informations, vous avez vraiment tout dans ce magazine qui reprend toutes les dimensions, le pourquoi du comment, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à flasher, vous aurez plein d'infos. Et je veux juste terminer en disant que
C'est pas parce qu'on focalise sur ces dimensions qu'on va pas étudier d'autres choses. Je vous rappelle que la porte d'entrée dans la cohorte French Mind, c'est d'avoir d'abord eu une évaluation dans les centres experts et ou dans les centres RHU psychiatres. Du coup, on va pouvoir récupérer l'ensemble des données qui sont déjà présentes dans ces centres. Et donc, on va avoir des données sur voilà, les symptômes dépressifs, les traumas, la qualité de vie, les comorbidités somatiques, les addictions. On a décidé également d'intégrer des autoquestionnaires qui ont été proposés par le NIMH comme étant indispensables à toute nouvelle cohorte en psychiatrie. Donc voilà, ces 4 questionnaires, un sur le fonctionnement, un sur les différents domaines psychiatriques, et puis le PHQ-9 et la GAD-7 que vous connaissez sûrement, donc qui évaluent les symptômes dépressifs et l'anxiété. Et voilà, et je me dépêche. Là, c'est les autoquestionnaires qu'on utilise qu'on va utiliser dans notre cohorte. Je ne vais pas tous les détailler, mais globalement, on essaye pour chaque dimension d'avoir un autoquestionnaire qui va nous permettre un ou deux qui va nous permettre d'évaluer la dimension qu'on souhaite intégrer dans la cohorte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.